Au cours des 20 dernières années, la Chine a fait d'énormes progrès dans l'amélioration de ses capacités militaires, mais son programme de modernisation reste encore un travail en cours pour la décennie à venir. Aujourd'hui, nous allons parler de la marine chinoise, sa capacité de projection et de nuisance face aux rivales américains. Oui, la Chine possède une flotte immense, même si on ne peut pas faire d'estimation claire, elle doit compter entre 297 et 360 bâtiments, la première marine du monde donc en nombre de bâtiments, et le plan à l'horizon 2025 de la marine chinoise doit même porter ce nombre à 400 bâtiments, a contrario celui de l'US Navy serait à 355. La quantité cependant n'a jamais été synonyme de qualité et dans les faits, la Chine est derrière les États-Unis en termes de sous-marins nucléaires d'attaque, de capacité de ravitaillement aérien, mais aussi de capacité amphibie suffisante. Il est d'ailleurs peu probable qu'elle comble l'écart dans un avenir immédiat. Et nous remercions Conflict of Nations pour retranscrire les enjeux dans le Pacifique. C'est un jeu de stratégie en temps réel sur lequel nous avons eu d'excellents retours qui se joue en ligne et qui est accessible gratuitement. Vous choisissez un pays pour le mener dans un contexte de 3ème guerre mondiale. Les combats se déroulent sur des cartes de 128 joueurs en temps réel avec des conflits qui s'étendent de quelques jours à plusieurs semaines. Déployez vos unités blindées, aériennes ou encore sous-marines, développez vos technologies, choisissez votre politique, déclarez la guerre ou forgez des alliances. Conflict of Nations est un jeu de qualité avec une échelle de jeu impressionnante. Vous pouvez jouer avec plus d'une dizaine voire centaine de joueurs sur des parties longues qui exigent de communiquer entre vous. Conflict of Nations est disponible sur PC ou smartphone. Pour commencer le jeu et obtenir 13 000 gold ainsi qu'un mois de contenu premium, cliquez sur le lien en description. L'offre n'est valable que pendant 30 jours. Comme auparavant, une nouvelle partie vient d'être créée pour les spectateurs. On vous en parle plus à la fin de cette vidéo. Merci à tous. Si la Chine poursuit sur cette lancée, elle égalera la flotte américaine d'ici 2030, mais cela signifierait que la Chine maintienne un tel rythme et que les États-Unis ne changent pas leur plan, ce qui est donc peu probable. La Chine s'est précipitée à une vitesse impressionnante pour moderniser son armée au cours des dernières décennies. Avec la deuxième marine la plus puissante du monde, la Chine a restructuré son armée, remanié son commandement et son contrôle, introduit de nouvelles capacités et étendu sa logistique. En ce début de décennie, les États-Unis, mais aussi les pays du monde entier, puisque c'est un constat, mettent en corrélation les effectifs de la marine chinoise et le fait que la Chine est devenue plus confiante dans ses nouvelles capacités et qu'elle pourrait commencer à les utiliser plus activement. On pourrait faire le parallèle ici avec les tensions croissantes dans le Pacifique qui expliquent des changements de stratégie comme le développement de la marine japonaise ou encore le déplacement de la politique américaine de l'Europe et du Moyen-Orient vers l'Asie. Malgré son déploiement impressionnant de nouvelles armes et le développement de nouvelles capacités, la Chine n'est cependant pas encore prête à combler l'écart avec les États-Unis, que ce soit sur les sous-marins à propulsion nucléaire, les capacités de ravitaillement aérien ou encore la capacité logistique de débarquer un nombre suffisant de forces, par exemple à Taïwan. La Chine a encore beaucoup de travail à faire avant de pouvoir enfin atteindre certains des objectifs au-delà de son continent et malgré ses routes de la soie, elle manque aussi de bases et d'avant-postes pour projeter et placer ses hommes, mais ça c'est un autre sujet. Alors l'un des principaux domaines où la Chine est à la traîne par rapport aux États-Unis, c'est celui des sous-marins, et en particulier des sous-marins nucléaires d'attaque. La marine chinoise possède un nombre important de sous-marins diesel électriques, dont certains de conception très avancée, et qui sont toujours utiles. Mais le nombre de sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire disponibles reste insuffisant pour les besoins de la Chine. Contrairement à environ ses 50 sous-marins d'attaque diesel électrique, la Chine n'exploite qu'environ 6 sous-marins d'attaque nucléaire. Alors les sous-marins à propulsion nucléaire chinois, c'est-à-dire les types 93, sont entrés en service en 2006. Ils sont toujours technologiquement loin derrière les États-Unis. Les types 93 sont en plus bruyants, possèdent des capteurs moins avancés et déploient une technologie de propulsion qui n'est pas aussi performante qu'on pourrait l'espérer dans les grandes puissances sous-marines. Ils devraient d'ailleurs être remplacés par les types 95 à terme qui devraient réduire ses défauts. Et là vous allez me poser une question, mais pourquoi les sous-marins nucléaires d'attaque sont vitaux pour la Chine ? Pourquoi ne pas miser sur une stratégie de masse, tout simplement, avec de nombreux sous-marins diesel électriques, voire plus ? Alors premièrement, ils offrent à la Chine le moyen le plus réaliste et le plus efficace de projeter leur puissance militaire loin des côtes. Les moteurs diesel électriques c'est très bien, mais ça présente des capacités limitées en autonomie et en bruit, et ils doivent se ravitailler plus souvent, sachant que le Pacifique est une zone immense où la Chine est loin d'avoir à ses dispositions des ports alliés. La Chine est en train de constituer une flotte de surface très performante, mais elle n'est pas encore assez puissante pour percer de manière fiable la première chaîne d'îles, c'est-à-dire la chaîne à l'est de ses côtes, qui va d'Okinawa jusqu'aux Philippines et qui permet de toucher directement le Pacifique américain.
Elle ne peut donc pas menacer directement les intérêts américains, et le rôle des Américains, en s'appuyant sur les alliés philippins et japonais, est justement de contenir la projection de la marine chinoise au-delà de cette chaîne d'îles. La Chine voit donc dans les sous-marins l'espoir de contrer les États-Unis. Ils sont petits, robustes, discrets, dangereux, mais pour le moment les sous-marins diesel électriques sont adaptés à la guerre au sein de la première chaîne d'îles, proche des eaux chinoises, et seuls les sous-marins nucléaires combinent la furtivité et la portée nécessaires pour s'engager dans des opérations modernes à longue distance dans le Pacifique. On peut par exemple faire ici un parallèle historique avec l'Allemagne dans les deux guerres mondiales ou l'Union soviétique lors de la guerre froide, qui ont tous les deux une forte tradition de la flotte sous-marine, eu de puissantes flottes de sous-marins précisément parce que leur marine de surface ne pouvait pas rivaliser avec les flottes américaines et alliées. Les sous-marins nucléaires d'attaque avancés sont aussi essentiels pour la marine chinoise, car elle constitue tout simplement un moyen puissant de contrer les propres sous-marins de son principal adversaire américain. En fait, les sous-marins restent l'un des moyens les plus efficaces de lutte anti-sous-marine pour traquer d'autres sous-marins du même type, en particulier dans les eaux profondes. La Chine a développé une multitude de capacités pour contrer une flotte de surface ennemie envahissante. Elle développe toujours ses propres capacités de guerre anti-sous-marine, et encore une fois, uniquement d'une manière qui sera efficace dans la première chaîne d'îles, c'est-à-dire la première chaîne qui est la plus vitale pour le continent chinois. Par exemple, on a le développement du catamaran type 927, l'avion de patrouille maritime KQ-200 et la corvette type 056A. Mais encore une fois, la portée opérationnelle est limitée à cette première chaîne d'îles en raison de leur portée limitée et leur capacité relativement faible à se défendre contre une attaque. Les sous-marins nucléaires d'attaque aideraient non seulement les Chinois à poursuivre les sous-marins ennemis dans la première chaîne d'îles, mais fourniraient également au pays le seul moyen efficace de traquer les sous-marins ennemis ailleurs, mais aussi de porter la menace le plus loin possible de leur territoire. En termes de compétition des grandes puissances, la Chine est bien consciente de sa faiblesse relative sur les sous-marins nucléaires. Au-delà de la construction d'une version améliorée du type 93, la Chine devrait également concentrer ses efforts sur le développement d'un type 95, on en a parlé, très amélioré, qui intégrera probablement une meilleure technologie pour rendre le sous-marin plus silencieux et transportera un arsenal plus important de torpilles et de missiles variés par exemple. Mais même si la Chine parvient à construire un type 95, il est peu probable en réalité qu'il soit aussi sophistiqué sur le plan technologique que les États-Unis. À la pointe de la technologie, c'est simplement du réalisme. Les sous-marins de classe Seawolf et Virginia par exemple, ainsi que les sous-marins même russes de la classe Yasen, mais aussi les sous-marins français Suffren. Tant que la Chine n'aura pas développé un sous-marin nucléaire d'attaque capable de rivaliser avec les plus grands, elle ne produira pas non plus des modèles en masse, donc il faut qu'on se retrouve dans 10 ans pour voir si la Chine aura pris les bonnes décisions pour elle. Une autre lacune chinoise au niveau de l'aéronautique par rapport aux États-Unis, c'est sa capacité de ravitaillement aérien. La Chine maintient une flotte partielle d'environ une douzaine de ravitailleurs H-6U et IL-78, mais ce n'est pas assez pour desservir une armée de l'air de la taille de la Chine qui a besoin d'une énorme logistique et donc d'énormes quantités de kérosène. Le ravitaillement en vol est une méthode importante qui permettrait d'augmenter la portée de ces avions de combat. Si Beijing pouvait accomplir cela, ces bombardiers par exemple permettraient d'atteindre des cibles encore plus éloignées, tandis que ces avions de combat pourraient rester dans les airs plus longtemps pour garder des cibles clés en ligne de mire. Alors que la Chine développe de nouveaux avions de combat, comme le bombardier furtif H-20 par exemple, la capacité de ravitaillement en vol va devenir d'autant plus importante pour maximiser les capacités de ces avions. C'est bien d'avoir des centaines d'appareils, mais si on ne peut pas les mener dans le Pacifique profond pour menacer les bases américaines, ça ne sert pas à grand chose. Et tout comme elle cherche à pallier ses carences en matière de sous-marins nucléaires d'attaque, la Chine va déjà de l'avant avec des tentatives d'amélioration de sa capacité de ravitaillement aérien. Ils ont d'ailleurs développé le ravitaillement en binôme, par exemple avec le chasseur J-15, où le chasseur agit comme une mini-citerne pour ravitailler un autre avion. La Chine prévoit aussi une version ravitailleur de son nouvel avion de transport stratégique Y-20. Ces développements, en particulier une fois qu'un grand nombre de ravitailleurs Y-20 sortiront de la chaîne de montage, contribueront grandement à renforcer la capacité de ravitaillement en vol de la Chine, mais il faudra beaucoup de temps avant que la Chine ne développe suffisamment de ces avions pour avoir un impact stratégique. Là on parle de plans qui se réfléchissent sur plusieurs dizaines d'années et qui n'ont aucune garantie de réussite. Et enfin, pour nous projeter un petit peu dans le futur, on va parler de Taïwan. La réunification, vous le savez, je pense, est un objectif chinois à l'horizon 2049, un scénario pour lequel les forces armées chinoises planifient et s'entraînent intensivement, et à ce stade, la Chine manque tout simplement de capacité de transport maritime suffisante pour transporter assez d'hommes pour mener une invasion amphibie de masse crédible qui ne serait pas repoussée sur l'île. Elle possède 6 transports amphibies de type 71 et 60 navires de débarquement.
On estime que les Chinois ne pourraient en fait débarquer pas plus de 4 divisions, c'est-à-dire environ 40 000 soldats, dans un scénario d'invasion massive. Alors bien sûr, la Chine pourrait aussi renforcer ses chiffres et ses appuis avec des vagues de débarquement, en envoyant des largages aéroportés ou en mobilisant la navigation commerciale. Mais pour le moment, il est peu probable qu'elle surmonte les défenses taïwanaises, qui sont appuyées par les États-Unis et les Alliés. En fin de compte, même si la Chine renforce ses capacités amphibies en construisant davantage de navires, par exemple type 71, et de nouveaux navires d'assaut amphibies type 75, il est peu probable qu'elle ait les moyens de présenter une menace d'invasion crédible à Taïwan pendant au moins encore une autre décennie. Donc la volonté de la Chine de prendre Taïwan à l'horizon 2049 fait du sens, car c'est dans une bonne vingtaine d'années. Bien sûr, tout ça ne veut pas dire que la Chine ne possède pas d'autres moyens de contraindre ou même de vaincre Taïwan, mais les chances de victoire soudaine et immédiate avec le scénario de l'opération amphibie sont pour le moment très lointains. Donc vous voyez ensemble, avec toutes ces lacunes en capacité qui vont continuer de peser sur les ambitions géopolitiques de la Chine pour au moins une décennie, la Chine a certes fait d'énormes progrès au cours des 2 dernières décennies, mais son programme de modernisation reste un travail en cours. Je sais qu'on a tendance à désigner la Chine comme un nouveau leader mondial, comme un contrepoids aux États-Unis, mais il faut aussi relativiser et être réaliste. Tout reste à faire, l'histoire s'écrit continuellement, et il peut se passer beaucoup de choses en Chine comme aux États-Unis en l'espace de 10 ans. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo. Pour commencer le jeu Conflict of Nations et obtenir 13 000 gold ainsi qu'un mois de contenu premium, cliquez sur le lien en description. Pour rejoindre la partie spéciale qui vient d'être créée pour les spectateurs, les identifiants et le mot de passe s'afficheront juste à l'écran. Bon jeu à tous.